Ma belle-fille m'a insulté devant mes amis. Quand je l'ai confrontée, ma femme m'a dit, si tu veux réprimander quelqu'un, fais ton propre enfant. Je me suis contenté de sourire. Le lendemain matin, tout a changé. Je me suis toujours considéré comme un homme raisonnable, équilibré et calme, le genre de personne qui n'élève pas la voix, même quand il le devrait probablement. Je suis architecte de profession, alors on pourrait dire que je suis programmé pour penser de manière structurelle, analyser, planifier, ajuster. Mon mariage n'était pas différent. Je le traitais comme un plan, avec des étapes calculées et des ajustements discrets, laissant toujours une marge d'erreur, de compromis. Ma femme, non, avait un passé, une fille adolescente nommée Kayla et un ex-mari avec qui elle jurait ne plus vouloir aucun lien. Je savais dans quoi je m'engageais, ou du moins je le croyais. Je n'ai jamais voulu remplacer le père de Kayla. Je voulais juste être là, offrir un foyer où elle pourrait se sentir en sécurité, où nous pourrions tous l'être. Mais l'amour ne consiste pas toujours à construire. Parfois, il s'agit de résister à l'érosion lente, celle que l'on ne remarque pas jusqu'à ce que quelque chose finisse par s'effondrer. Quand Nan et moi nous sommes mariés, Kayla avait 10 ans, silencieuse, observatrice, déjà lasse du monde d'une manière qui ne me semblait pas normale. Elle me regardait avec des yeux froids et calculateurs, comme si elle attendait toujours que j'échoue, que je prouve que je n'avais pas ma place ici. Je pensais que ce n'était qu'une phase. Je me disais que si je lui laissais de l'espace et que j'étais présent pour les moments importants en pièces de théâtre de l'école, fête d'anniversaire, fièvre de minuit, elle finirait par changer d'avis. Mais elle ne l'a jamais fait. Chaque geste se heurtait à de la distance. Chaque tentative de connexion rebondissait comme si j'essayais de passer à travers une vitre. Nan m'assurait que ça s'arrangerait, mais les années passèrent, et ce ne fut pas le cas. Pourtant, je suis resté, non par obligation, mais parce que je croyais que l'amour devait être patient, même quand ça faisait mal. Notre foyer a toujours semblé un peu déséquilibré. Nan et Kayla avaient leur propre lien, une histoire commune, des blagues chuchotées et des regards complices auxquels je n'étais jamais convié. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je comprenais le besoin de cet espace, mère et fille, mais avec le temps, cette proximité est devenue de l'exclusion. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Les décisions étaient prises sans moi. Dans les disputes, c'était toujours 2 contre 1. Et quand Kayla a eu 16 ans, la froideur s'est accentuée. Elle est devenue plus audacieuse dans son manque de respect, des commentaires sarcastiques au dîner, des yeux levés au ciel quand je parlais, passant devant moi comme si je n'existais pas. Je me disais que ce n'était pas personnel, que les adolescents étaient lunatiques, imprévisibles, mais il y a une limite au nombre de fois où l'on peut être ignoré dans sa propre maison avant que le silence ne se mette à hurler. Je n'en parlais pas beaucoup à mes amis, pour eux, nous étions l'image d'une famille recomposée heureuse. Nous organisions des dîners. Nous posions pour les photos de Noël. Nous jouions le jeu. Mais à l'intérieur, j'étais fatigué de donner sans rien recevoir en retour, fatigué d'être la pièce en trop dans un puzzle qui n'avait jamais été conçu pour m'inclure. Pourtant, je suis resté. Parce que pour moi, le mariage n'était pas une porte tournante. On se bat pour ce qu'on aime, on endure, même quand ça fait mal. Et peut-être qu'une partie de moi croyait que si je tenais assez longtemps, elle finirait par me voir. Non pas comme un intrus, mais comme quelqu'un qui comptait. Mais l'amour, le vrai, ne vous fait pas mendier pour être inclus. Il n'exige pas que vous vous fassiez tout petit pour le confort des autres. Je ne le savais pas à l'époque. Pas complètement. Je savais juste que j'étais fatigué. Alors, quand j'ai organisé ce petit dîner avec quelques amis proches, ce n'était pas seulement pour socialiser. C'était ma façon d'essayer de me sentir à ma place quelque part, ne serait-ce que pour une nuit. Je voulais rire sans être sur la défensive, être entouré de gens qui me voyaient sans jugement. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit-là allait tout changer, que ce serait le dernier chapitre d'une histoire que j'avais eu trop peur de terminer. C'était censé être une soirée simple. Du vin, des rires, quelques amis autour de la table partageant des histoires qui n'obligeaient personne à marcher sur des œufs. J'ai même cuisiné moi-même, ce que je faisais rarement à moins de vouloir que la soirée soit spéciale. Je me souviens d'avoir remué la sauce avec une musique douce en fond sonore, imaginant Nan entrer, souriant à l'odeur de la nourriture, peut-être me serrant dans ses bras comme elle le faisait avant. Mais au lieu de ça, elle a passé la majeure partie de l'après-midi à l'étage sur son téléphone, n'offrant qu'un distrait, ça sent bon. Kayla est descendue la dernière, le téléphone collé à la main, mâchant du chewing-gum comme si sa simple présence était une punition. Je me suis dit que ce n'était pas grave,
que nous pourrions passer la nuit sans problème, que peut-être nous allions même en profiter. C'était l'espoir auquel je me raccrochais, cet optimisme silencieux qui refusait de mourir, peu importe combien de fois il se révélait naïf. Le dîner a bien commencé. Mon ami Marcus a raconté quelques blagues, et sa femme, Tania, a fait l'éloge de la nourriture, demandant la recette. J'ai souri, sentant une rare tranquillité s'installer dans ma poitrine. Nan s'est versé un verre de vin rouge et participait enfin à la conversation. Kayla, assise à côté d'elle, vérifiait encore son téléphone de temps en temps mais riait un peu aux blagues. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé que ce serait peut-être une de ces nuits dont je me souviendrais avec tendresse, que je me dirais, oui, nous avons été heureux un jour. Mais la paix dans ma maison ne durait jamais longtemps, ce n'était qu'un sursis. Et cette nuit-là, la dette a été réclamée rapidement et sans avertissement. C'est arrivé si vite, et pourtant chaque seconde est gravée dans ma mémoire comme un accident au ralenti. Marcus venait de mentionner quelque chose sur la paternité, plaisantant sur le fait que les adolescents pouvaient être d'une honnêteté brutale. J'ai ri et j'ai dit, ne m'en parle pas. L'autre jour, Kayla m'a dit que ma playlist était gériatrique. Je l'ai dit légèrement, affectueusement, m'attendant à un rire ou peut-être à un roulement d'yeux enjoué. Au lieu de cela, Kayla s'est tournée brusquement vers moi, le visage tordu de mépris. Tu agis comme si tu étais mon père, a-t-elle lancé. Mais tu ne le es pas. Tu es juste le type que ma mère a épousé. Ça ne signifie rien pour moi. Je sens encore comment le silence a englouti la pièce. J'ai regardé Nan, attendant un froncement de sourcils, une douce réprimande, n'importe quel geste de solidarité. Mais au lieu de ça, elle a soupiré, d'un air las et dédaigneux, et a dit, elle n'a pas tort. Si tu veux réprimander quelqu'un, fais ton propre enfant. Quelque chose en moi s'est simplement immobilisé. Il ne s'est pas brisé, il ne s'est pas fracassé. Il s'est juste arrêté. Comme lorsqu'on soulève l'aiguille d'un tourne-disque et que tout devient soudainement trop silencieux. J'ai hoché la tête une fois, lentement, et j'ai souri non pas par amusement, mais avec le genre de sourire qui apparaît quand quelque chose en vous se durcit pour de bon. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas élevé la voix, je ne suis pas parti en claquant la porte. J'ai simplement baissé les yeux sur mon assiette, pris ma fourchette et continué à manger pendant que le reste de la table se tortillait dans un malaise d'emprunt. Mon cœur ne s'est pas emballé, mes mains n'ont pas tremblé, et c'est ce qui m'effrayait le plus, le calme que je ressentais, la clarté soudaine de tout. Le reste du dîner s'est éternisé avec des conversations forcées. Marcus m'a lancé un regard qui demandait « ça va ?», auquel j'ai répondu par un léger hochement de tête. Nan est retourné à son verre de vin. Kayla est retournée à son téléphone. J'ai souri et remercié tout le monde d'être venu quand ils sont partis. J'ai serré des mains, pris Tania dans mes bras, et quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté longtemps dans l'entrée, écoutant simplement la maison respirer. Nan était remonté à l'étage. Kayla était de retour dans sa chambre. Et j'étais seul, entouré de la coquille de ce que j'appelais autrefois un foyer. J'ai fait la vaisselle en silence, l'esprit curieusement clair. Je ne rejouais pas les disputes ni n'imaginais de répliques spirituelles. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Et j'ai réalisé que c'était bien plus dangereux. La colère s'estompe, l'épuisement, non. Quelque part entre l'évier et l'égouttoir, j'ai pris ma décision. Je n'allais plus mendier le respect. Je n'allais pas continuer à expliquer ma valeur à des gens déterminés à ne pas l'avoir. Je méritais mieux. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, que je le croyais vraiment. Je suis resté éveillé toute la nuit à rédiger les papiers. Ce n'était pas émotionnel, c'était clinique. Je savais quel bien je laisserais derrière moi, quel compte fermé, quelle conversation suivrait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas fait de pause. J'ai juste écrit. C'était comme si j'avais attendu la clarté si longtemps que lorsqu'elle est arrivée, je ne pouvais plus détourner le regard. J'ai dormi 2 heures sur le canapé, mon esprit déjà loin de cette maison. Et quand le soleil s'est glissé par les fenêtres, baignant le salon d'une douce lumière, j'ai su ce que je devais faire. Ce chapitre était terminé. Je n'avais plus qu'à le mettre par écrit. Je me suis réveillé au son des oiseaux, ce qui était ironique compte tenu de ce que j'étais sur le point de faire. La lumière du matin filtrait à travers les stores à demi ouverts, projetant des rayures sur le sol comme des barreaux de prison. Je suis resté allongé là sur le canapé pendant quelques minutes, à écouter. La maison était encore calme, paisible d'une manière qu'elle était rarement. Je n'entendais même pas les pas lourds de Kayla ni la descente précipitée de Nan dans les escaliers.
C'était peut-être l'heure matinale, ou peut-être ce changement invisible qui se produit quand quelque chose se termine. Tout devient silencieux. Les gens respirent différemment. Je me suis levé lentement, le dos endolori par les coussins raides du canapé, et j'ai regardé l'enveloppe Kraft posée soigneusement sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce imprimés, signés, datés. L'encre était à peine sèche, mais la décision avait déjà mûri pendant la nuit pour devenir quelque chose de ferme, de définitif. Je me souviens d'être monté à l'étage avec un étrange sentiment de calme. Mon cœur ne battait pas la chamade, mes mains ne tremblaient pas, je n'avais aucun doute. J'avais passé des années à essayer de maintenir une famille unie avec de la patience et des compromis, me pliant jusqu'à presque ne plus me reconnaître. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est brisé non pas dans la fureur, mais dans la clarté. Ce sourire que j'arborais au dîner n'était pas de l'arrogance, c'était une reddition. Non pas face à la défaite, mais face à la réalité. On ne peut pas gagner l'amour de personnes qui n'ont jamais eu l'intention de vous le donner. Et maintenant, je ne demandais plus rien. J'ai frappé doucement à la porte de la chambre avant de l'ouvrir. Nan était encore au lit, recroquevillé avec son téléphone, levant à peine les yeux quand je suis entré. « Tu es levé tôt » a-t-elle murmuré en se frottant les yeux. « Je n'ai pas beaucoup dormi » ai-je dit doucement. Je lui ai tendu l'enveloppe comme si je lui donnais un prospectus ou une lettre de la banque. « C'est pour toi. » Elle s'est assise, confuse, puis a lentement pris l'enveloppe. J'ai observé son expression changer par étapes, la curiosité, la surprise, puis quelque chose comme de l'agacement, qui tentait de masquer la panique qui perçait dans ses yeux. « Tu plaisantes, j'espère » dit-elle en feuilletant les pages. « Non » ai-je répondu. « Hier soir, tu m'as dit que je n'avais aucun droit sur ta fille. Et tu avais raison. Je n'en ai pas. Mais je n'ai pas non plus à continuer de vivre dans une maison où je ne suis pas respecté. » Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. « Alors c'est tout ? Une dispute et tu pars ? Tu vas tout jeter en l'air pour un dîner ? » « Non, dis-je, avec une sincérité totale. Je pars parce que ce dîner a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela fait des années de manque de respect, de silence, d'être traité comme un étranger dans ma propre maison. Je l'ai accepté pendant longtemps, en espérant que les choses changeraient. Elles n'ont pas changé. Tu as dit ce que tu pensais vraiment hier soir. Et moi aussi, quand j'ai souri et décidé que j'en avais fini. Elle s'est figée, clignant rapidement des yeux, comme si elle essayait de calculer à quel point j'étais sérieux. Tu n'as pas à faire ça. On peut parler. On a assez parlé, les jeux interrompus, calme mais ferme. Tu as pris ta décision au moment où tu as soutenu Kayla devant nos invités. Au moment où tu as clairement indiqué que je serais toujours à l'extérieur, à regarder. Sa voix s'est un peu élevée, sur la défensive. C'est ma fille. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je te choisisse plutôt qu'elle? J'attendais que tu me traites comme ton mari. Comme ton partenaire. Comme quelqu'un qui compte dans cette maison. Mais je n'ai jamais été plus qu'un bouche-trou pour toi, quelqu'un pour payer les factures et rester à l'écart. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge, mais je ne l'ai pas laissé sortir. Tu sais ce qui fait le plus mal? Je t'aimais. Je vous aimais toutes les deux. Et pas une seule fois je n'ai senti que cet amour était rendu inconditionnellement. Elle a baissé les yeux sur les papiers. Son silence était une réponse suffisante. J'ai fait mes valises en moins d'une heure, juste l'essentiel. Quelques vêtements, mon ordinateur portable, l'album photo d'avant notre mariage. Je ne voulais pas faire traîner les choses. Je n'avais plus d'énergie pour me battre. Il n'y a pas eu de reproche, pas d'ultimatum, juste le bruit d'une valise qui se ferme, le murmure silencieux de la conclusion. Nan ne m'a pas suivi jusqu'à la voiture. Kayla n'a pas dit au revoir. La maison est restée silencieuse, comme si elle ne pouvait même pas rassembler la force de résister. J'ai regardé en arrière une fois, non pas avec doute, mais avec reconnaissance. Ce chapitre était terminé. J'ai emménagé dans une petite location non loin de mon bureau. Peu de meubles, une rue calme et une vue sur rien de particulier, mais c'était comme la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'évitais pas des mines émotionnelles ou ne retenais pas mon souffle au dîner. Je mangeais seul, je dormais seul, et pourtant, je ne me sentais pas seul. Je me sentais en paix. Il y a une sorte de soulagement qui vient quand on n'a plus besoin d'être compris par des gens qui n'ont jamais essayé. Ce n'est pas de la joie, exactement, mais c'est un début.
Je n'ai pas annoncé le divorce sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas épanché ni n'ai cherché la sympathie. J'ai simplement repris ma vie, tranquillement, avec intention. Mes amis l'ont appris progressivement. La plupart ont été surpris, certains curieux. Marcus a appelé et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit la vérité. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Et je le pensais. Certaines fins ne sont pas des explosions, ce sont des murmures. Des sorties discrètes. Un homme debout dans sa cuisine à l'aube, décidant qu'il en a assez. C'était moi. Et je n'avais aucun regret. Tout a commencé par un texto. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'étais assis dans mon nouvel appartement un vendredi soir, encore en tenue de travail, le dîner intact sur la table basse tandis que la télévision diffusait un programme quelconque auquel je prêtais à peine attention. Le silence m'était désormais familier, presque confortable, bien qu'il ait toujours ce côté tranchant, surtout les week-ends. Mon téléphone a vibré avec un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des mois, Denise, la meilleure amie de Nan, celle qui restait toujours en retrait lors de nos réunions. Elle ne s'immisçait jamais complètement dans les conversations, mais elle observait toujours, écoutait. C'est elle qui avait aidé pour les décorations du mariage, celle qui apportait du vin en plus quand nous avions des fêtes. Je me souvenais de son rire doux mais assuré et de la façon dont elle souriait toujours comme si elle savait quelque chose qu'elle ne disait pas. J'ai ouvert le message avec hésitation, m'attendant à quelque chose de passif-agressif ou à une tentative d'arranger les choses au nom de Nan. Mais c'était simple. Je voulais juste te dire que je suis désolé que tu n'aies pas été mieux traité. Tu méritais mieux. Je l'ai lu 2, 3 fois. C'était le premier message depuis le divorce qui n'était pas accompagné d'une question ou d'un jugement. Il ne disait pas « que s'est-il passé » ou « est-ce que ça va ?» Juste une reconnaissance. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. J'ai écrit une courte réponse. Merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Et j'en suis resté là. Je pensais que ce serait une fois, mais le lendemain, elle a réécrit. Tu faisais toujours le meilleur café à ces brunchs gênants. Ça me manque un peu. Je ne l'ai pas vu venir, mais avec le recul, j'aurais peut-être dû. Nos conversations ont commencé lentement, nonchalamment, des messages sur tout et rien. Au début, nous parlions de travail, d'amis communs, de petites anecdotes du passé. Puis ça a changé. Elle m'a demandé comment je dormais. Je lui ai demandé comment elle gérait sa propre solitude. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant, mais qu'elle avait toujours voulu quelque chose de solide, de réel. Te voir essayer si fort avec Nan, m'a-t-elle dit un jour, ça me mettait en colère. Pas contre toi, contre elle. Tu faisais tout bien. Elle n'arrivait juste pas à le voir. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai pas essayé d'expliquer ou d'analyser. J'ai juste laissé ces mots flotter, chauds et étranges dans ma poitrine, comme le soleil sur une peau froide. Nous nous sommes vus pour un café quelques semaines plus tard, terrain neutre, sans attente. Mais dès que je l'ai vu s'approcher de moi en jean et pull doux, sans maquillage, j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était pas un coup de foudre ou une révélation de film, c'était une certitude tranquille. Elle m'a regardé et a souri. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu. Pas inspecté, pas toléré ou vu. Notre relation a grandi dans les moments calmes, des promenades dans le parc, des appels tard dans la nuit qui se transformaient en rire à l'aube. Denise ne m'a pas demandé de m'expliquer. Elle n'a pas remis en question mes décisions. Elle a juste écouté, soutenu, offert de l'espace sans forcer. Il y avait en elle une tendresse dont je ne savais pas avoir besoin avant de l'expérimenter. Avec Nan, tout était angle vif et négociation. Avec Denise, c'était de la douceur sans fragilité. Elle m'a fait de la place, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement. Quand nous nous sommes finalement embrassés, ce n'était ni passionné ni précipité. C'était tendre, familier, presque comme revenir dans un endroit où j'avais oublié que j'avais ma place. Je ne me suis pas précipité dans l'idée du mariage. Après tout ce que j'avais traversé, j'étais prudent. Mais Denise ne m'a jamais poussé. Son amour était constant, patient avec mes doutes. Un an s'est écoulé avant que je ne la demande en mariage, un dimanche matin tranquille entre des pancakes maison et du café, qu'elle insistait pour dire qu'elle faisait maintenant mieux que moi. Elle a pleuré, hoché la tête et murmuré, oui, comme si c'était la décision la plus simple qu'elle ait jamais prise. Et puis notre fils est arrivé. Une surprise, mais une surprise bienvenue.
Je me souviens d'être assis dans la chambre d'hôpital, le tenant pour la première fois, m'émerveillant de sa petitesse, de sa chaleur et de sa perfection. Denise s'est appuyée contre moi, épuisée mais radieuse, et j'ai senti quelque chose de profond s'ouvrir en moi. Cet enfant, mon fils, était à moi d'une manière que rien d'autre n'avait jamais été, sans astérisque, sans condition. Je pouvais l'aimer librement, sans crainte de rejet ou de rappel que je n'étais pas à ma place. Quand il m'a regardé, ses petits doigts enroulés autour des miens, j'ai senti que tout ce que j'avais perdu m'était enfin revenu sous une nouvelle forme. Denise et moi avons construit notre vie en silence, sans publication dramatique ni déclaration performative, juste des routines, de la joie et des matins chaotiques qui ressemblaient à un foyer. Elle me respectait d'une manière que n'en avait jamais eu. Elle valorisait mon opinion, écoutait quand je parlais, soutenait mes décisions en tant que père et mari. Il y avait des jours où je la surprenais à me regarder jouer avec notre fils, un doux sourire aux lèvres, et elle disait, « Tu as toujours été fait pour être père. » Il fallait juste les bonnes personnes pour le voir. Je me demandais parfois si Nan le savait, si elle regardait de loin ou entendait des choses par des amis communs, mais je ne m'attardais pas dessus. Ma vie n'était pas construite sur le ressentiment, elle était construite sur la guérison. Et Denise, d'une manière ou d'une autre, était devenue les deux, le remède et le commencement. Elle est entrée alors que la porte s'était à peine refermée derrière Nan, et au lieu de frapper, elle a attendu que je sois prêt à l'ouvrir. Je lui devais plus que de l'amour, je lui devais la paix. Et elle me l'a donné sans rien demander. Tout a commencé par un texto. Simple, 3 mots, on peut parler? Je l'ai fixé longtemps, mon pouce planant au-dessus de l'écran comme s'il pouvait me mordre. N'en avait pas communiqué depuis plus de 2 ans, pas depuis que nous avions signé les papiers du divorce dans ce bureau étouffant avec une expression entre l'incrédulité et l'orgueil, comme si elle pensait encore que je reviendrais en rampant. Et maintenant, la voilà, brisant le silence comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne ressentais ni colère ni satisfaction. Juste de la lassitude. Le genre de lassitude qui vient quand on connaît si bien le schéma de quelqu'un qu'on peut prédire son prochain mouvement avant qu'il ne le fasse. J'en ai parlé à Denise ce soir-là, et elle a simplement hoché la tête avec une expression indéchiffrable. « Tu veux lui parler ?» a-t-elle demandé doucement. « Non, ai-je dit. Mais peut-être que je dois le faire. 2 jours se sont écoulés avant que j'accepte de la rencontrer. Terrain neutre. Un café près de l'ancien quartier, où l'air sentait encore le pain frais et l'expresso brûlé. Elle est entrée, portant le même manteau trop grand qu'elle mettait toujours quand elle ne voulait pas être remarquée, mais je l'ai remarqué. Elle avait l'air plus mince, plus fatiguée, comme si la vie lui avait mordu les talons et qu'elle n'avait pas tout à fait réussi à s'échapper. Elle m'a offert un sourire tendu et s'est assise en face de moi comme si c'était un jour comme un autre. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle en tripotant sa tasse de café. J'ai failli ne pas le faire, ai-je répondu. J'ai attendu. Je l'ai laissé combler le silence. Elle m'a regardé, d'un air plus doux que dans mes souvenirs. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour la façon dont je t'ai traité ce soir-là. Pour tout. Je n'ai pas répondu. Non pas par cruauté, mais parce que ces mots, « je suis désolé », étaient venus si tard qu'ils n'avaient plus le poids qu'elle pensait qu'ils avaient. Elle a soupiré, s'est penchée en arrière, et pendant un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais autrefois aimée. Après ton départ, tout est devenu difficile. Je pensais que je pouvais gérer ça seule. Je pensais que Kayla et moi irions bien, mais, elle a déménagé après son diplôme. Elle me parle à peine maintenant. Et moi, je me suis remise avec Anthony. Je pensais que nous avions peut-être mûri. Ce n'était pas le cas. Ça a duré 3 mois. C'était rapide, dis-je, sans moquerie, juste avec honnêteté. Elle a laissé échapper un rire triste. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule à ne pas avoir changé. Je l'ai observé un moment, pesant l'envie de dire quelque chose qui pourrait l'aider, la réconforter. Mais je me suis alors souvenu des années de silence, des nuits où je me demandais dans mon lit pourquoi je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. L'humiliation de ce dîner, le moment où elle m'a dit de faire mon propre enfant si je voulais avoir voix au chapitre. Cette version d'elle froide, dédaigneuse n'était pas un dérapage. C'était ce qu'elle avait toujours été avec moi. Et maintenant, que voulait-elle? Le pardon? Une seconde chance? Je suis heureux maintenant, ai-je dit finalement. Avec Denise. Nous avons un fils. Elle a cligné des yeux, surprise. Toi et Denise. Oui, ai-je hoché la tête.
Et c'est différent. Elle me voit. Elle me respecte. Elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'apporte. Nan a dégluti difficilement, essayant de cacher l'émotion qui montait derrière ses yeux. Ça me manque, dit-elle doucement. La façon dont tu prenais soin des choses. Comment tu maintenais tout ensemble. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais avant de le perdre. Et ce n'est pas ma faute, ai-je terminé pour elle. Elle a hoché lentement la tête, l'acceptant, mais j'ai vu la douleur. Elle n'était pas venue pour bavarder. Elle était venue pour une rédemption, pour une remise à zéro. Mais la vie n'offre pas ça. Pas quand les dégâts sont faits et que les racines ont pourri. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Mais je ne suis plus quelqu'un vers qui tu peux revenir. Elle a baissé les yeux, clignant rapidement des yeux. Et pendant une seconde, j'ai vu la femme derrière l'orgueil, celle qui n'a jamais appris à dire ce qu'elle ressentait avant qu'il ne soit trop tard. Penses-tu que nous pourrions un jour être amis? Je ne pense pas que nous l'ayons jamais été, ai-je répondu. Et je ne reviendrai pas en arrière. Pas maintenant que j'ai enfin tourné la page. Elle a hoché la tête, essuyant une larme comme si de rien n'était. Nous nous sommes levés, avons échangé des adieux polis, et c'était tout. Pas de sortie dramatique, pas de supplication. Juste deux personnes qui avaient un jour partagé une vie et qui se trouvaient maintenant sur des rives opposées. Je suis retourné à ma voiture avec le poids de la certitude dans ma poitrine. Ce n'était pas un poids triste, juste un poids sûr. Quand je suis rentré à la maison, Denise était par terre avec notre fils, entouré de cubes et de peluches. Elle a levé les yeux vers moi et a souri. Et sans un mot, je me suis agenouillé à côté d'elle et les ai serrés tous les deux dans mes bras. Pas d'explication, pas de récit. Juste le réconfort silencieux de ce qui était réel, de ce qui était à moi. Certains matins, je me réveille avant tout le monde. La maison est silencieuse, baignée de cette lumière gris-bleu qui n'apparaît que juste avant l'aube. Je descends le couloir, pieds nus, en faisant attention de ne pas marcher sur un jouet ou une latte de plancher qui grince, et je me fais une tasse de café. C'est devenu un rituel. Ces premières heures du jour, cet espace où je pense le plus, où je ressens le plus. Je m'assois à la table de la cuisine et j'écoute le doux bourdonnement du réfrigérateur, le bruissement occasionnel provenant de la chambre de notre fils, et je me permets de me souvenir de tout non pas pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour mesurer la distance entre celui que j'étais et celui que je suis devenu. Et dernièrement, cette distance semble longue de plusieurs kilomètres, non pas à cause du regret, mais à cause de la croissance. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où je me demandais si je me sentirais un jour à nouveau entier. Quand le silence dans mon appartement après le divorce ressemblait moins à de la paix qu'à une punition. J'avais l'habitude de m'asseoir dans ce salon froid et carré et de me demander si j'étais simplement le genre d'homme que les gens finissent par dépasser. Celui à qui l'on dit merci à la fin, mais que l'on ne choisit jamais vraiment. J'ai laissé quelqu'un user mon estime de moi si longtemps que je n'ai pas réalisé à quel point elle était effilochée avant de partir. J'ai dû m'en aller pour enfin entendre mes propres pensées, pour comprendre qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé, qu'être toléré n'est pas la même chose qu'être vu. Je pensais que rester, endurer, tenir bon était la forme la plus noble de l'amour. Que le sacrifice était synonyme de force. Mais j'ai appris depuis que les limites sont le véritable test, que parfois s'en aller n'est pas abandonner, c'est se choisir soi-même. Et ça ne vous rend pas égoïste, ça vous rend sain d'esprit. Je suis resté avec Nan trop longtemps parce que je croyais que je pouvais nous aimer assez tous les deux pour nous amener à un meilleur endroit. Mais l'amour est une voie à double sens, et quand l'autre personne est garée avec le moteur éteint, vous marchez simplement seul. Maintenant, je vois Denise endormie sur le canapé certains soirs, notre fils blotti à côté d'elle, et je ressens quelque chose que je ne savais pas que je pouvais avoir, la sécurité. Pas seulement physique, mais émotionnelle. Ici, je n'ai pas à jouer un rôle. Je n'ai pas à me faire petit, à m'étirer ou à marcher sur des œufs. J'ai juste à être. Et ça, je pense, c'est la forme la plus pure de la paix. Notre vie n'est pas parfaite. Il y a des crises de colère, des factures, du lait renversé, des rendez-vous manqués. Mais même au milieu du chaos, il y a du respect, il y a des rires, il y a un rythme qui ressemble à un foyer. Quand Denise oublie de faire quelque chose, elle ne se met pas sur la défensive ni ne rejette la faute. Elle dit simplement, c'est mon erreur. Je vais arranger ça. Et je fais de même. Nous ne comptons pas les points, nous sommes dans la même équipe. Cet acte simple d'être des partenaires au lieu d'adversaires est tout ce que j'ai toujours imploré et jamais reçu. Quant à Nan,
Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis cette conversation au café. Je pense qu'elle a finalement compris qu'il n'y avait plus de porte à laquelle frapper, plus de fenêtre par laquelle se faufiler. Et je ne la déteste pas. C'est la partie étrange. Je pensais que la conclusion viendrait avec la vengeance ou la satisfaction, mais maintenant, cela ressemble plus à de l'indifférence, comme passer devant un immeuble où l'on a vécu et ne rien ressentir. Justin, merci, silencieux pour la leçon et la liberté qu'elle a apportée. Elle m'a donné ce qu'elle pouvait, et ce n'était pas assez. Ce n'est pas de la cruauté, c'est juste la vérité. J'ai pensé à ce que je dirai à mon fils un jour quand il posera des questions sur la vie d'avant. Je lui dirai que son père a un jour essayé de construire une maison sur des fondations fissurées. Que l'amour ne consiste pas à s'accrocher à des gens qui vous font sentir petit. Que s'en aller, même quand c'est difficile, est parfois la chose la plus honnête que l'on puisse faire. Et que l'amour réel, respectueux, constant et chaleureux vaut la peine d'attendre. Je veux qu'il sache que la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste un homme debout près de l'évier, buvant du café dans le silence, choisissant la paix chaque jour. Je le regarde maintenant, ce petit garçon curieux avec mes yeux et la douceur de sa mère, et je ressens une sorte de gratitude qui s'accompagne de larmes inattendues. J'ai failli manquer ça. J'ai failli rester dans quelque chose qui aurait écrasé le père que je suis devenu. Et je suis si heureux de ne pas l'avoir fait. Je suis si heureux d'avoir souri cette nuit-là et de m'être choisi. C'est ma vie maintenant tranquille, pleine et mienne. Et je ne changerai rien.